Bonjour à tous. Donc merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur les procès d'impression silicone de Lengster, développé par Lengster. Donc on va prendre une petite demi-heure pour présenter la solution Lengster. Donc c'est Karim Sino, le fondateur et directeur général de Lengster, qui va principalement présenter la solution. On va essayer de prendre pas mal d'exemples autour du R&D, de la recherche et développement et du médical, mais on va aussi sortir de temps en temps de ces mondes-là pour montrer un peu ce qui peut être fait autour de l'impression silicone. Voilà, et puis à l'issue de la demi-heure, on aura aux questions qui se posent, que vous pouvez poser à tout moment, envoyer à tout moment dans le chat qui est à droite de l'écran. Voilà, Karim, je te laisse la parole. Ouais. Merci déjà Cyril pour ce webinaire et cette opportunité. Donc l'objectif effectivement c'est de regarder en quoi les élastomères et comment sont utilisés dans l'impression 3D. Donc on fera une présentation rapide du contexte dans lequel les silicones et les élastomères se positionnent. On fera un focus sur les matériaux et comme disait Cyril, on verra quelques exemples d'applications avant de passer à la partie questions-réponses. Pour démarrer, je vais te relaisser la parole, Cyril, peut-être pour que tu puisses présenter ERM ou représenter qui connaissent déjà. Ok, donc ERM Fabentest, c'est le département d'une société qui s'appelle ERM Automatisme, qui est basée à Carpentras, qui existe depuis une grosse centaine d'années. Historiquement, on a travaillé dans l'équipement des centres de formation avec tout un ensemble de machines industrielles destinées à la formation à la robotique, aux automatismes, etc. Et depuis 2015, on a développé cette activité autour de la fabrication numérique, principalement la fabrication additive. Aujourd'hui, on est amené à distribuer et intégrer un certain nombre de marques renommées sur le marché, donc notamment Lengster sur la partie thermoplastique et silicone. Puis on a quelques développements en propre sur des marchés de niche, notamment sur des robots 6 axes d'usinage et d'autres dossiers qui sont mais principalement on fait effectivement de l'intégration de solutions qu'on a testées et sur lesquelles on a toute confiance à l'image des machines de Lengster. Merci. Pour prendre la suite, donc pour me représenter, donc effectivement, je m'appelle Karim Sino, je suis un des cofondateurs et dirigeants de Lengster. Rapidement, donc on a créé la société donc avec mes deux associés en 2016, suite à un premier contrat avec Airbus, qui nous a mis le pied à l'étrier et qui a permis d'amorcer l'activité. Ça a suivi d'autres projets, d'autres contrats sur les années 2017-2018 et la présentation officielle de la marque sur cette même année. Et à partir de 2019, du coup, on a commencé à croître pour en arriver aujourd'hui, en 2022, à peu près à une trentaine de personnes. Donc, on est tous basés dans le Pays Basque, à Bayonne. Et on couvre du coup toutes les activités de développement machine, de fabrication, d'assemblage, et on a également développé un laboratoire de recherche et développement avec des ingénieurs et techniciens en matériaux et procédés pour pouvoir travailler directement sur les applications clients, développer des nouveaux matériaux, développer des nouvelles applications. On est présent sur plusieurs secteurs. Qui vont se scinder de manière générale, on va dire, en deux grandes parties. D'un côté, le monde de la recherche et du développement, qu'il soit privé ou public. Donc, on travaille avec beaucoup de laboratoires rattachés ou non à des universités ou des écoles d'ingénieurs. Et en parallèle de ça, on travaille avec beaucoup d'industriels, que ce soit PME, grands groupes ou ETI, qui vont utiliser nos machines sur des applications de prototypage fonctionnel, de fabrication d'outillage, fabrication de petites séries, ou des séries personnalisables. Sur ce secteur, on va avoir trois grandes branches, comme vous le voyez, la partie industrie, la partie médicale et des clients qui proposent de la prestation de production en fabrication additive. Pour passer du coup et vous présenter ou représenter la solution que l'on a développée et qui est commercialisée aujourd'hui, qui s'appelle la S600D. Donc c'est une machine qui est modulable et ouverte. Et donc quand on dit modulable, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'intégrer différentes technologies de dépose.
donc différentes technologies d'impression 3D. Donc il y en a 3. La partie filament pour tout ce qui est matériaux thermoplastiques, comme ce qui est habituellement connu sur le marché. Ce qui est beaucoup plus novateur et sur lequel on fera un focus aujourd'hui, c'est la partie dépose liquide, qui permet de traiter les matériaux élastomères au sens large, mais également des matériaux thermodurcissables. Et une troisième technologie qui consiste à extruder des pâtes fortement chargées, des pâtes céramiques ou des pâtes métalliques, et qui permet après un post-traitement de déliantage thermique et de tritage d'obtenir des pièces donc en céramique et en métal. Donc les trois matériaux que je vous ai, donc les trois technologies que je vous ai présentées, on les retrouve ici, qui vont permettre donc de mettre en œuvre ces trois grandes familles. Donc les thermoplastiques et donc les silicones, puisque c'est les matériaux sur lesquels on a le plus travaillé sur la partie dépose liquide, vont être obtenus de manière directe, tandis qu'on parle de fabrication indirecte sur la céramique et du coup plus tard le métal, puisqu'on a une opération de déliantage et de fritage sur ces matériaux. Donc pour rentrer sur le cœur du sujet d'aujourd'hui, le premier point sur lequel on voulait revenir, c'était aujourd'hui les différents procédés de mise en œuvre du silicone, et donc de ces matériaux liquides. Donc on va les scinder en trois grandes parties. Il existe d'autres procédés plus spécifiques, plus particuliers, mais ce qu'on va retrouver plus généralement sur le marché, ils se scindent en trois. Donc les plus historiques sont l'injection et la coulée. Sont des procédés qui nécessitent la réalisation d'outillage, donc que ce soit de moules aluminium, acier sur la partie injection, avec des très forts niveaux de pression. C'est un procédé qui est plutôt adapté à la très grande série, puisqu'on va pouvoir avoir des cadences de production qui sont très élevées. Par contre, les coûts d'outillage sont du coup d'autant et aussi élevés que du coup, ce n'est pas forcément adapté à la réalisation de petites ou de moyennes séries. Donc la moyenne série, quand on commence à parler de plusieurs milliers d'exemplaires, d'unités, c'est à partir de là qu'on commence à réfléchir au procédé d'injection. Le procédé qui était actuellement utilisé pour pouvoir obtenir des petites ou des moyennes séries, c'est la coulée, avec la réalisation de moules du coup à bas coût par usinage. Et il y a d'autres procédés, mais de manière générale, ça nécessite toujours la fabrication d'un outillage. Cependant, on va travailler avec des silicones qui n'ont pas la nécessité d'être injectés à très forte pression. Et donc, on a un coût de mise en œuvre qui est plus réduit. On a une usure des moules, par contre, qui peut être un peu plus importante. Et on n'a pas forcément la possibilité d'automatiser, comme on peut le faire en injection, la fabrication des pièces. Donc, qui va être peut-être plus adapté à des petites moyennes séries, mais qui nécessite toujours un outillage spécifique. Et donc, depuis 2018, depuis cette année où on a développé et présenté la dépose liquide et donc la fabrication 3D silicone, on a la possibilité en fait de produire des pièces sans outillage, en fabrication directe, ce qui permet en fait de réduire drastiquement les coûts de prototypage ou d'industrialisation, et qui permet aussi drastiquement de réduire les délais d'obtention. Il faut avoir en tête que quand on réalise un outillage, il y a souvent plusieurs semaines d'attente afin d'obtenir l'outillage, et on est souvent heurté au fait que quand on a des modifications de design, des itérations à faire sur la conception de la pièce, elles sont plus complexes à réaliser, alors qu'en fabrication additive, finalement, on n'est pas contraint sur cet aspect-là. Donc, on gagne en agilité, on gagne en réactivité, on réduit les coûts et les délais de développement, et on est même en capacité de pouvoir produire des pièces personnalisables, c'est-à-dire que d'un job à un autre, on peut avoir de légères modifications sur un design, un numéro de série par exemple. Ça peut être des adaptations particulières, ça peut être des tailles différentes, notamment on y reviendra, mais dans le domaine médical, qui permettent justement de pouvoir faire de la production, mais de design adapté et personnalisé.
Donc, au sein de la fabrication additive, il nous semblait aussi intéressant de regarder un petit peu ce qui se fait d'un point de vue de la fabrication de pièces souples, on va dire au sens large du terme. Il y a 3 grands procédés qui se dessinent et qui se distinguent. Le premier, c'est le jetting. Le jetting de matériaux souples qui sont souvent en fait des résines. Donc on ne parle pas de silicone à proprement parler. Sur ces procédés-là, qu'on appelle AMJ ou jetting, on va avoir la possibilité d'avoir un certain niveau de dureté. Alors dans les avantages, on va avoir un très bon niveau de détail et la possibilité d'avoir un grand nombre de couleurs. Par contre, on va avoir des matériaux qui sont très peu techniques. Qui vont avoir très peu de dynamisme, c'est-à-dire quand on va appuyer dessus, ils vont mettre un certain temps avant de revenir dans leur position initiale. C'est des matériaux aussi qui vont pas très bien vieillir, et qui vont être très sensibles en fait aux UV. C'est un petit peu la même chose qu'on retrouve sur la photopolymérisation qui va se décliner sous différents procédés. Les plus connus sont le SLA et le DLP, où on va pouvoir retrouver, donc c'est toujours pareil, des résines souples avec différents niveaux de dureté. Par contre, on ne va pas retrouver de matériaux très techniques. Ça va être un peu mieux que sur le jetting. Par contre, on ne va pas avoir le côté multicouleur. On va avoir un état de surface qui va être un peu meilleur. Par contre, on va toujours avoir des matériaux qui sont très sensibles du coup aux UV et qui ne vont pas très bien vieillir avec des propriétés physico-chimiques élastiques qui sont relativement basses ou moyennes. Le procédé qu'on a mis en œuvre qui consiste à déposer du silicone, là où il a le principal intérêt, c'est de pouvoir aller chercher des matières très techniques, principalement en fait en dérivant des silicones industriels qui sont actuellement utilisés sur des applications militaires, défense, médicale, etc., aéronautique. En fait, on va les dériver pour pouvoir les adapter au procédé. C'est-à-dire que initialement, quand on faisait de la coulée, de l'injection, on cherche des matériaux plutôt liquides. Là, en fabrication additive, on va chercher à avoir des matériaux qui ne vont pas couler et sur lesquels on va pouvoir empiler les couches. Donc on va dériver des matériaux existants, ce qui va permettre de maintenir et de garder leurs propriétés physico-chimiques et d'avoir des très bons niveaux de durabilité, des très hautes résistances thermiques, avec des silicones qui peuvent en continu travailler à 180-200 degrés et en pic qui peuvent monter jusqu'à 250 ou 300 degrés pendant quelques secondes, qui vont avoir par exemple pour certains des très bonnes résistances chimiques, notamment dans le domaine aéronautique, on va retrouver des résistances au kérosène ou ce genre de choses. À contrario par rapport aux 2 procédés précédents, là où on va être un petit peu limité au niveau du volume de fabrication, là par contre en dépose de matière, on va bénéficier finalement de tailles de pièces assez volumineuses. Un autre aspect du coup qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir déposer de la matière sur une pièce ou un substrat existant. Ce qui a beaucoup été fait par exemple dans le passé, c'est de fonctionnaliser des textiles avec des silicones conducteurs, donc textiles, que ce soit coton, cuir, etc. Et il y avait des projets qui avaient été réalisés aussi sur la dépose d'élastomères liquides sur des pièces rigides. Donc ça, c'est un des avantages à travailler aussi en extrusion de matière. Pour vous présenter rapidement en quoi consiste la déposition avec une petite vidéo qui vous montre en fait un petit peu comment ça fonctionne. Pour ceux qui sont adeptes de la dépose de filaments thermoplastiques, finalement on va retrouver un petit peu la même approche. Pour quelqu'un qui fait de la dépose de matière en filament, ça va être assez rapide de retrouver ses repères. Mais il y a quelques subtilités qui vont changer. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc là, on voit la matière se déposer, c'est une petite semelle, et donc on voit l'élasticité du matériau, le retour élastique, notamment. Sur une deuxième vidéo, on va vous montrer globalement à quoi ressemble la technologie de dépose. Donc on a des seringues ou des cartouches, ça dépend du volume de fabrication qu'on veut mettre en œuvre.
et qu'on va charger du coup dans la machine et qui vont permettre de gaver en fait la pompe qui est intégrée dans la machine et de pouvoir doser très précisément la matière qui sera extrudée. N'hésitez pas à poser des questions, on pourra y répondre en fin de présentation. Alors, comme tout procédé, il y a des règles de conception et des règles de fabrication à respecter. Donc, par exemple, pour faire le parallèle avec la dépose de filaments, dans les grandes lignes, on va être sujet à peu près aux mêmes règles de conception et de fabrication, à quelques petites subtilités. La matière qu'on va déposer, elle est non réticulée au moment où on la dépose, ce qui fait qu'elle est encore liquide si on la touche. Donc idéalement, il ne faut pas la toucher pendant l'impression. Ce qui fait qu'il y a des formes qu'on ne va pas forcément pouvoir faire comme en thermoplastique. Par exemple, en thermoplastique, on peut monter deux parois et venir déposer de la matière dans le vide. Typiquement, en silicone, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Par contre, un avantage prépondérant de la dépose liquide, contrairement à la dépose de thermoplastique, c'est que comme la matière qui est déposée, elle est encore liquide pendant le process, on a une fusion des couches qui est parfaite. Donc en sortie de production, on a des pièces qui sont isotropiques. Donc c'est un point que je vais aborder, sur lequel on pourra revenir tout à l'heure. Au-delà de ça, donc pour pouvoir accompagner nos clients et les utilisateurs sur ce procédé, on a travaillé sur un guide de conception qui permet sur quelques pages en fait d'avoir toutes les notions permettant d'optimiser les designs de ces pièces par rapport à des épaisseurs de parois, par rapport à des formes, par rapport à la gestion des supports, etc., et qui permettent à la fin d'avoir des pièces qui sont parfaitement adaptées au procédé et qui permettent justement d'exploiter la technologie à 100%. Un avantage également par rapport au procédé traditionnel de mise en œuvre du silicone, on y reviendra sur une application à la fin de cette présentation, c'est qu'on a la capacité de pouvoir faire des formes creuses. Là où quand on fait de la coulée ou de l'injection, c'est quand même beaucoup plus compliqué à réaliser. Ça peut être possible avec l'utilisation de noyaux ou de choses comme ça, mais c'est vraiment pas évident à mettre en œuvre et ça coûte relativement cher. En fabrication additive, un petit peu comme en filament ou sur d'autres procédés, on a la capacité de pouvoir construire des nids d'abeilles ou des formes en fait avec des niveaux de remplissage différents au sein de la pièce et qui vont permettre en fait de pouvoir jouer sur la compressibilité de la pièce. C'est-à-dire qu'on va, au-delà de l'aspect dureté et élasticité, on va pouvoir rajouter un nouveau facteur, on va dire de déformation, qui va être le niveau de compressibilité de cette pièce par rapport à son niveau de remplissage. Donc ça, c'est assez intéressant puisque par exemple, ça permet de travailler avec des duretés assez élevées, mais justement d'avoir des remplissages faibles pour avoir un niveau de compression assez bas. Et ça permet d'autres fonctionnalités que je vous présenterai tout à l'heure. Ce guide rapide, il est téléchargeable du coup sur notre site internet gratuitement, donc si vous voulez l'obtenir et regarder un petit peu plus en détail ces différentes spécificités. Pour faire un focus sur la partie matériaux, donc pour ceux qui connaissent la fabrication additive sous forme de filaments, la solution aujourd'hui qui était disponible, c'était les matériaux TPU. Aujourd'hui, ces matériaux-là, ils avaient une certaine souplesse ou une semi-rigidité et permettaient de jouer sur des duretés qui allaient de 80, 85 pour le minimum et qui étaient généralement le plus utilisés aux alentours des 90, 95 Shore A. Donc, sur notre machine, c'est aussi des matériaux qu'on est capable de mettre en œuvre. On est capable de descendre jusqu'à du 75 Shore A. L'avantage des TPU, de manière générale, c'est qu'on va avoir des bons coefficients de glissement, des bonnes propriétés mécaniques. C'est des matériaux qui sont déjà disponibles, déjà éprouvés. Ça fait quand même quelques années que ça existe et on a un bon rapport qualité-prix. Par contre, c'est des matériaux qui sont assez complexes à la mise en œuvre, qui sont un petit peu, capricieux. C'est un filament du coup qui va être flexible. Plus la dureté va être basse et plus le filament va être flexible et plus il faudra une machine, on va dire industrielle
et bien conçu pour pouvoir obtenir ces matériaux. De par du coup le conditionnement en filament, c'est un matériau qu'on ne va pas réussir à trouver pour des bases dureté. Quand je dis base dureté, ça va être 10, 20, 30 short A par exemple. Et je ne parle même pas d'échelle 0,0, etc. On va avoir du coup des résistances chimiques, mais pas autant que des matériaux silicone. Et par contre, d'un point de vue résistance thermique, ça va être relativement faible, comme on le voit sur la fiche technique. Là, on a un matériau qui peut tenir jusqu'à 65 degrés. Et par contre, un des inconvénients, comme sur la plupart des procédés thermoplastiques, c'est qu'on va avoir une mauvaise fusion des couches. Donc voilà un petit peu sur les matériaux TPU. Et pour passer sur la partie silicone, donc aujourd'hui, il y a deux technologies qui nous permettent de processer des silicones, le monocomposant et les bicomposants, qu'on va retrouver sur deux familles de matériaux, les RTV1 pour les monocomposants et les RTV2 pour les bicomposants. Donc sur les RTV1, l'avantage, c'est qu'on va avoir de manière générale une seule pompe de microdosage, donc un équipement qui va être un peu plus abordable que sur la dépose bicomposant. Donc un prix d'accessibilité un peu plus faible. On va avoir des bons matériaux, des bonnes propriétés physiques. Par contre, en termes de dureté, on va se situer entre les 25 et 35 short A, puisqu'il y a la chimie de ce matériau-là, en particulier les RTV1, n'est pas forcément fait pour aller chercher des plus basses duretés ou des plus hautes duretés. Donc on va être assez limité finalement en termes de choix de matériaux. La deuxième chose, c'est que donc, sur un RTV1, c'est un matériau qui va réticuler, donc polymériser au contact de l'air. Donc déjà, après l'impression, il faut attendre en général au moins une demi-journée, voire une journée complète pour que la matière soit complètement réticulée. Et l'inconvénient, c'est que ça va être très sensible du coup à l'humidité. Donc si dans le conditionnement des matières, il y a des bulles, si il y a une mauvaise manipulation, si voilà, la moindre erreur fait que la matière risque de se réticuler du coup au contact de l'air et peut engendrer finalement une utilisation un peu plus complexe. Donc ça peut être un matériau intéressant pour des applications particulières, mais c'est vrai qu'il offre peu de marge de manœuvre, notamment au niveau de la coloration, chose qui en RTV2 n'est pas du tout un souci. Et donc c'est sur cette deuxième famille de matériaux silicone que je vais enchaîner. Donc les RTV2, les bicomposants, donc deux matériaux en entrée, le silicone et ce qu'on appelle généralement son catalyseur, qui vont permettre, en étant mélangés, d'avoir une réaction chimique. Donc ce procédé, il se fait à température ambiante, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de contrôle d'humidité à faire, chose qui, par exemple, dans les matériaux précédents, en fonction de si on se trouve dans un environnement sec ou plutôt très humide, on peut avoir des variations de réticulation. Là, par contre, on est vraiment inerte par rapport à cet environnement. On a des matériaux qui vont avoir des meilleures propriétés physico-chimiques, thermiques, on va avoir des meilleures durabilités, on va avoir des DLU, donc des temps en fait je vais y arriver, d'utilisation des matériaux beaucoup plus longs. Et on va avoir la possibilité aussi de pouvoir colorer à la demande du coup ce matériau. Donc en fonction par exemple d'applications, en fonction de restrictions, etc. etc. On va avoir de ce fait, vu que c'est des matériaux beaucoup plus utilisés dans le domaine de l'injection et de la coulée, un choix en termes de grade beaucoup plus élevé. On va pouvoir descendre en termes de dureté beaucoup plus bas. On est capable même d'aller atteindre des échelles 000. Aujourd'hui, nous, par exemple, ce qui est disponible en termes de dureté, on va se situer entre 5 short A et le 40. Donc ça permet vraiment d'aller couvrir à la fois sur les basses duretés des applications médicales et sur les duretés plutôt aux alentours des 40 ou 50 des applications plutôt industrielles. De base, donc on l'a dit, il est transparent, coloration possible à la demande, des ranges de température qui vont être beaucoup plus élevées, des meilleures propriétés de résistance chimique,
L'inconvénient, par contre, de ce matériau et de l'équipement qui est nécessaire, c'est qu'il est un peu plus élevé que de la dépose monocomposant. Par contre, on facilite le nettoyage de ce type de composant est beaucoup plus facile, puisqu'il n'y a pas de réticulation au sein de la tête d'impression. Donc ça ne polymérise pas à l'intérieur. Donc beaucoup plus simple à l'entretien, à la maintenance, à l'utilisation pour pouvoir changer de matériaux, plus grand choix de matériaux justement. Donc un combo, une configuration qui est vraiment très très intéressante. Que ce soit en monocomposant ou en bicomposant, on a des équipements qui sont inertes par rapport aux matériaux. C'est-à-dire que les matériaux qui sont utilisés sont principalement en inox 316L sur des caoutchoucs inertes ou des aluminiums anodisés à l'intérieur de la tête. Donc on ne va pas altérer les propriétés matériaux, et ce qui nous permet de pouvoir qualifier sur les applications médicales du coup ces grades de matière. Pour passer du coup à des exemples concrets d'applications, donc ce sont nos clients qui sont équipés de machines. Je vais les parcourir et puis on pourra y revenir s'il y a des questions. Donc on va retrouver l'Université Paris Diderot, qui est un établissement spécialisé dans le domaine médical et notamment dans la préparation des chirurgiens à des opérations. Donc un des objectifs est de pouvoir être en capacité de proposer des outils didactiques et pédagogiques, soit à des élèves chirurgiens, soit à des chirurgiens, en vue de s'entraîner à une opération en particulier. Donc, une des activités qui est réalisée là-bas, au travers du Fab Lab, c'est de reproduire le plus à l'identique possible des pathologies médicales, permettant du coup aux chirurgiens d'avoir les bons ressentis et de s'entraîner de façon la plus réaliste possible par rapport à ce à quoi il va être confronté. Donc, les matériaux, initialement qui étaient utilisés étaient plutôt des thermoplastiques un petit peu modifiés, et quand il y a eu l'opportunité pour eux de travailler sur des silicones, ça leur a ouvert un champ d'application beaucoup plus large et beaucoup plus important. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce domaine-là, les équipements de préparation des opérations chirurgicales coûtent très cher. Elles sont souvent standards. Donc on n'a pas forcément la possibilité de venir customiser facilement, par exemple, un organe qui va être soumis à une tumeur. On va souvent devoir utiliser des éléments standards approvisionnables chez les fournisseurs. Donc, comme on l'a dit, ces éléments coûtent relativement cher. Donc on a déjà une diminution du coût d'exploitation, du coût d'utilisation, et une possibilité de personnalisation justement du travaux pratique. Et un des avantages, alors c'est matérialisé par le chiffre qu'on voit au milieu là, dans la bande grise, l'échelle Lieker. C'est une échelle qui permet de mesurer le niveau de réalisme d'une reproduction de pièces. Donc là, sur l'application qui avait été présentée, sur une opération pédiatrique, on était à un niveau de 4 sur 5, donc qui est un niveau relativement élevé en termes de reproductibilité. On pourra y revenir si vous avez des questions. Sur un deuxième cas, on a Romance Ferrari, qui est un centre de rééducation médicale pédiatrique et plutôt spécialisé sur les grands brûlés. Une des voies qui a été explorée est la réalisation de pansements de compression. Donc ces pansements de compression, habituellement, ils sont achetés pareil en standard auprès des fournisseurs. Donc pas de possibilité de personnaliser en fonction d'une pathologie en particulier. C'est plusieurs centaines de milliers, voire millions d'unités qui sont produites par an, de manière générale. Des éléments qui coûtent relativement cher. Et donc là, l'objectif de ces doigtiers de compression, en fait, c'est de venir remplacer les bandages traditionnels qui doivent être remplacés 1 à 2 fois par jour en fonction des blessures et des pathologies. Et là, en fait, on a du coup un pansement de compression qui est réalisé sur mesure et adapté à chaque patient.
avec du coup une aide à la régénération et à la cicatrisation plus importante et une capacité de nettoyabilité bien plus importante que ce qui était capable de faire avec des pansements. Et tout ça, du coup, avec la possibilité de pouvoir les produire sur place. Donc, pour vous donner un petit temps d'impression, c'est une pièce qui doit faire entre 5 et 10 cm de haut. Et on est sur à peu près 30 minutes de temps de fabrication. Un autre projet sur la partie toujours médicale et plutôt prothésique, c'est la fabrication de manchons pour emboîture. Donc pour des personnes qui ont été amputées. Donc c'est une application qui a été ouverte grâce à la collaboration avec Coop Chimie, qui est un de nos principaux partenaires sur le développement des silicones, avec qui on travaille très bien, et qui est une entreprise française basée à Lyon, qui fabrique 100% de ces silicones. Initialement, les liners, donc les manchons, sont soit achetés en standard, donc pas de possibilité de personnalisation, soit ils sont faits en coulée. Donc, qui dit coulée dit usinage avec moule contre moule, donc fabrication d'un outillage avec les coûts et les délais que ça nécessite. Du coup, il ne faut pas se tromper, parce que si on se rate, du coup, le moule, on le jette à la poubelle. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque patient nécessite un moule différent. Donc, il y a un temps de mise en œuvre et une complexité à la réalisation qui est assez importante. Et là, en fait, on prend un raccourci. Et depuis le modèle numérique, on va pouvoir passer à la fabrication directe de la pièce en silicone et profiter du coup du volume de fabrication de la machine qui fait aux alentours des 400 mm de diamètre sur 600 mm de haut. Et on va pouvoir travailler sur ce type de forme, sur ce type de pièces, donc qui sont toujours qualifiées contact peau, sur lequel on a la possibilité de pouvoir appliquer un post-traitement pour supprimer le côté taquant du silicone à l'intérieur du manchon, pour pouvoir faciliter du coup son emmanchement. On a une pièce du coup qui est étanche, donc qui permet de tirer au vide l'emboîture, du coup la prothèse, puisque c'est ce qui est habituellement fait sur ce type de dispositif médical. De manière générale, on a un process qui est 100% numérique, avec une capacité à pouvoir reproduire la pièce sans avoir à stocker des moules. Puisqu'il faut imaginer que ça, c'est des pièces qui ont une durée de vie qui peut aller de quelques mois à quelques années, ça dépend de l'utilisation du patient. Mais du coup, généralement, il faut en refaire. Donc, on a la possibilité, si la morphologie ne change pas, de pouvoir reproduire la pièce sans avoir à retraiter du coup tout le process de mise en place du moule, de préparation de la matière, de coulée, d'attente, etc., etc. Donc là, on simplifie vraiment la tâche des orthoprothésistes. Et le deuxième avantage, c'est que pendant que la machine travaille en temps masqué, le praticien peut continuer les diagnostics et il n'est pas dans son atelier à produire du coup manuellement ces pièces dans des fois des conditions qui peuvent être un peu difficiles pour eux. Voilà un petit peu sur cette application. Donc on est sur un temps de fabrication sur ce modèle-là qui était de 4 heures. Donc c'est avec la possibilité de pouvoir changer l'épaisseur de couche. Donc là on était sur des épaisseurs de couche de quelques dixièmes. On était aux alentours des 6 ou 7 dixièmes avec une buse ou un peu plus, avec une buse de 1 mm. Donc ça va assez vite. C'est une pièce qui fait environ 500 grammes. Troisième du coup application, alors plutôt là sur le domaine de la R&D, avec la soft robotics, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, c'est la possibilité en fait de déformer des pièces souples grâce à de l'énergie pneumatique. Donc je vais lancer la petite vidéo pour que vous ayez un exemple. Donc là on a une pince faite en 3 parties, donc par notre client, la société Schneider Electric, que je pense certains d'entre vous connaissent, et dont l'objectif était de faire des travaux de R&D sur le développement de préhenseurs souples qui vont avoir en fait l'avantage de pouvoir s'adapter à des formes relativement complexes et de pouvoir
et d'éviter en fait le risque de marquer des pièces à cause de préhenseurs qui peuvent être usinés ou en tout cas rigides. C'est un domaine qui est en fort développement, la soft robotics. Donc c'est un sujet qu'on retrouve dans beaucoup de laboratoires en ce moment, sur lequel un certain nombre de nos clients travaillent énormément. Donc toujours pareil, la réalisation de petites séries, de faire du sur-mesure, de pouvoir itérer les designs rapidement. Pour Schneider, c'était clairement un des avantages. Et donc de travailler avec le silicone qui a ces propriétés matériaux-là, ce rebond, cette dynamique d'élasticité, c'était pour lui le meilleur choix par rapport à d'autres résines beaucoup moins techniques. Comme l'annonçait Cyril au départ, on sort un petit peu du contexte médical et R&D pour donner aussi un peu de hauteur. Voilà d'autres exemples de pièces en silicone qui ont été réalisées dans le domaine ferroviaire. Alors je ne citerai pas le nom, mais vous vous doutez de pour qui cette pièce a été réalisée. Donc il faut savoir que la rame de train était immobilisée en fait sur les voies, qu'elle ne pouvait pas repartir sans un soufflet de protection pour un levier qui était manquante en fait, puisqu'il y avait des très grosses difficultés d'approvisionnement. Alors, le premier design qui nous avait été fourni, qui était le design qui était habituellement injecté, avait des formes qui étaient un peu, qui n'étaient pas adaptées au procédé. Donc, après avoir transmis le guide de conception, l'équipe interne a pu adapter le design et du coup produire la pièce, l'installer sur l'équipement et faire redémarrer la rame. Donc ça, c'est des cas d'application qu'on retrouve de plus en plus dans l'industrie, où la fabrication additive permet de débloquer des situations très complexes, notamment sur des sujets de maintenance, et qui permet de faire gagner un temps et faire des économies substantielles. Je surveille le temps, on est un petit peu dépassé sur ce qu'on avait prévu. Je terminerai sur cette slide qui permet d'ouvrir un petit peu sur tout ce qui est capable finalement de mettre en œuvre la machine, donc la S600D. Au-delà des silicones, on a pu mettre en œuvre des encres conductrices. On est capable de mettre en œuvre des thermoplastiques techniques comme des PEKK. On est capable d'intégrer des fonctions en cours d'impression. Par exemple, là, on a du liquide qui a été inséré dans une pièce en silicone, donc avec la mise en pause de la machine. On en parlait tout à l'heure, la fonctionnalisation de tissus. D'autres sujets dans le domaine médical, alors je ne peux pas vous les présenter aujourd'hui pour des raisons de confidentialité, mais il y a des sujets également sur le domaine des prothèses. Et un sujet dont on n'a pas parlé, mais sur lequel vous pouvez nous questionner, c'est l'extrusion de pâtes chargées à céramique et métal, avec des travaux qui se font alors à la fois sur les céramiques techniques, et des travaux qui se font à la fois sur des pâtes métalliques et plus en particulier sur des composites à matrice métallique. Donc voilà, c'est sur ces derniers mots que je terminerai ma présentation. Vous avez les coordonnées de la société Linkster et de la société ERM sur cette slide. Dans tous les cas, cette présentation sera disponible du coup en replay sur la chaîne de ERM. Donc voilà, je terminerai là-dessus et du coup, on va passer aux questions. Allez, Karim, on a deux questions de monsieur Dominique Lemelin. Donc la première, est-ce que vous développez vos propres matériaux RTV 1.2 ou est-ce que vous utilisez des matériaux tiers? Est-ce possible d'avoir une liste de matériaux disponibles? Aussi, est-ce possible d'avoir des cartouches vides et d'utiliser nos propres compositions de silicone? Question très très intéressante. Donc la machine est ouverte, ce qui fait qu'on n'est pas verrouillé par une approche propriétaire. Donc, ce qui fait qu'on peut livrer des cartouches et des seringues vides pour que les utilisateurs puissent eux-mêmes utiliser leur propre matière. En parallèle de ça, on travaille avec plusieurs partenaires sur le développement des matériaux et on a depuis peu démarré aussi une activité de développement de matière pour des choses en fait, alors en particulier qui n'étaient pas sourçables sur le marché, donc on a décidé d'aller sur, de faire ça par nous-mêmes puisque c'était pas possible de les trouver. Deuxième question toujours de monsieur Lemelin. Jusqu'à quel point est-il possible de bien nettoyer les composants d'extrusion de la machine lors d'un changement de matériaux?
et ou de grade de matériaux pour éviter les contaminations croisées? Alors, ça dépend en fait finalement des niveaux de certification et de qualification que vous allez demander. Alors, de base, on est sur des pompes PCP qui sont très élaborées, qu'on approvisionne chez les leaders mondiaux de ce domaine-là. C'est des pompes qui sont très facilement démontables et nettoyables. On a des protocoles de nettoyage, nous, qu'on a développés en interne pour éviter justement des contaminations croisées, par exemple entre des chimies de matériaux qui ne seraient pas compatibles. Et après, par contre, si on passe sur des grades, par exemple pharmaceutiques ou autres, là, il faudra, on va dire, étudier les choses plus en détail, et je vous invite à prendre contact directement avec nous pour qu'on puisse un petit peu explorer cette chose. Mais globalement, c'est l'avantage de ces équipements, c'est qu'on a un nettoyage qui est vraiment facilité. Ok, merci Karim pour la précision. Une dernière question, toujours Monsieur Lemelin. Avez-vous déjà tenté l'extrusion multimatériaux avec des composants siliconés, impression avec différentes duretés de silicone en programmant une pause dans l'impression? Quels étaient les résultats de ces essais? Alors oui, effectivement, on a des projets qui touchent aux thématiques multimatériaux. On a même notamment une thèse qui est en cours avec l'école Léonard de Vinci, du coup sur Paris, sur l'intégration de fonctions électriques dans des matériaux souples. Donc c'est des choses effectivement qu'on regarde. L'approche multidureté est une chose également qu'on regarde. On a pu faire plusieurs expérimentations là-dessus. Et on a des choses qui sont assez intéressantes. En tout cas, le fait de mettre en pause la machine, de changer les seringues, est une chose qui est très facile à faire et qui permet, au sein d'un même process, de pouvoir changer la dureté. Donc ça, oui, c'est quelque chose qui est déjà disponible et réalisable sur la machine. Et l'approche, par contre, typologie de matériaux vraiment différents, comme des thermoplastiques et des silicones, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et comme je disais tout à l'heure, il est possible, par exemple, de poser une pièce en thermoplastique sur la machine, et à partir du moment où on souhaite déposer des couches plates, on peut venir refaire le zéro de la machine automatiquement et venir déposer du silicone sur cette même pièce. Bien, merci Karim. Pas plus, je crois. Donc on a bien travaillé, déjà 1h15, 45 minutes, pardon, donc on est dans les clous. Écoutez, donc tout sera disponible sur la chaîne YouTube de RM ou de Linkster, Fabien Test ou Linkster. Et puis pour ceux qui n'ont pas voulu poser de questions ou des questions qui vont revenir un peu plus tard, n'hésitez pas à revenir soit vers Karim, soit vers moi. Karim, merci encore. Et puis, merci à toi, Cyril. Voilà, à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir.